Parler de schizophrénie, c'est très intéressant. C'est fascinant. Puis ça fait peur aussi. C'est la maladie qui crée beaucoup de stress chez la personne atteinte et les personnes de son entourage. Comment cette personne-là va évoluer dans le temps? Est-ce que c'est possible qu'elle redevienne comme avant? Redevienne fonctionnelle? Va-t-elle toujours être hospitalisée? Est-ce qu'elle a de l'espoir de mener une vie normale? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et la schizophrénie a longtemps été le fourre-tout psychiatrique, dans le sens où quand on ne comprenait pas exactement ce qui se passait avec certaines personnes et qu'il y avait présence de délire, donc des idées qui vont en dehors des croyances de la norme des gens, comment les gens pensent, eh bien, on étiquetait tout de suite schizophrénie. Mais en fait, les délires, il n'y a pas juste ça qui permet de diagnostiquer une schizophrénie, il y a d'autres symptômes et il faut qu'ils soient présents durant un certain temps avec une certaine intensité. Et comme pour tous les troubles de santé mentale, on doit partir de certains critères avant de porter un diagnostic. Le milieu du cinéma, on nous présente plusieurs films où on nous parle de personnages qui ont vraiment déraillé, qui sont dangereux. Ces films-là, c'est des caricatures de ce qu'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est pas quelqu'un de dangereux. Oui, ils peuvent commettre des actes dangereux, mais je vous préciserai pourquoi et dans quel contexte ces personnes-là peuvent être dangereuses. Et le plus souvent, sont dangereux pour eux-mêmes, plus que pour les autres. Il y a des bons films, cependant, qui reflètent beaucoup plus ce qu'est la maladie. Un film, entre autres, que j'ai adoré, Un homme d'exception, Beautiful Mind. On peut le retrouver sur Netflix. C'est excellent. Ça reflète vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est atteinte de schizophrénie. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est un homme très intelligent. L'intelligence n'a pas à voir avec le développement de la maladie. Ça représente la vie, finalement, d'un mathématicien et un économiste, John Forbes Nash, qui, au début de l'âge adulte, a développé une schizophrénie, puis c'est allé très loin au niveau de son fonctionnement. Il y a eu des problèmes sociaux, beaucoup, par rapport à ça, problèmes familiaux. Et en tout cas, je vous recommande fortement de regarder ce film-là. C'est très bien fait, puis ça reflète vraiment une belle réalité. Il y a d'autres films qui ont été faits aussi. Black Swan, l'histoire d'une jeune fille qui est une ballerine, qui est aussi atteinte de schizophrénie. Et le fabuleux film Shutter Island. Celui-là est un petit peu plus fantaisiste, un petit peu plus poussé. Ça nous prend du temps avant de comprendre qu'il s'agit d'un délire de schizophrène. On le sait comme plus à la fin. Et c'est un peu romancé. Lui, plus fantaisiste. Mais quand même, quand on suit le cours du film, quand on voit à la fin que, OK, c'est parce qu'il est schizophrène, là, on voit un petit peu plus le cheminement de la personne qui a écrit ce film. Donc, si vous voulez voir ces films-là, c'est une très bonne idée pour vous mettre en contexte. Alors, si vous trouvez ça sur Netflix, ce soir, lâchez-vous lousse, vous m'en donnerez des nouvelles. Allons-y avec une description des TSS, troubles du spectre de la schizophrénie. Le mot spectre, ça veut dire que c'est très étendu. Dans le sens pas étendu dans la population, on a 1% de personnes qui risquent d'être atteintes. C'est quand même beaucoup. Mais quand on parle de spectre, c'est qu'il y a plusieurs critères diagnostiques qui diffèrent par justement leur intensité, la durée, le type de délire, par exemple, le genre d'hallucination dont la personne va être atteinte, dans quelle proportion, y en ont-ils tous, les ont-ils tous, ou il y en a en partie. C'est pour ça qu'on parlait d'un spectre, un peu comme le spectre électromagnétique, où on a différentes longueurs d'onde. Dans le cas de la schizophrénie, c'est un peu ça. Il y en a même certains psychiatres qui vont dire qu'il y a autant de types de schizophrénie qu'il y a de schizophrènes. Donc, il y a toutes des particularités au niveau de chaque personne. Il ne faut pas oublier non plus que vous recevez un diagnostic de schizophrénie, ça n'exclut pas d'avoir un autre trouble de santé mentale en concomitant par rapport à ça. Tu peux trouver aussi d'autres choses.
Donc, c'est ça qui fait de l'unicité de chaque personne et les types de traitements doivent être adaptés à la personne, bien entendu. Alors, on a ça. Le petit lien que je vous ai placé en bas, pour les âmes sensibles, s'abstenir. De quoi il s'agit? On a tenté de reconstituer les voix qui font partie des délires, des hallucinations auditives chez le schizophrène. Et c'est souvent des voix qui prennent, des voix où il y a une bonne voix, une mauvaise voix. Il y a des blâmes qui sont sentis. C'est comme des chuchotements. Quand on demande à un schizophrène qu'est-ce qu'il entend, lui est convaincu que toi aussi tu peux entendre cette voix-là, comprend pas que tu ne l'entendes pas. Ou il y en a qui vont dire que pourquoi ils entendent ça, c'est qu'on leur a implanté un émetteur dans la tête. Puis c'est par là qu'on lui communique. Il y a une voix qui va le protéger, il y a une voix qui va le blâmer, il y a une voix qui va le guider. Alors ça c'est un petit peu ce qu'il y a par rapport à ce lien-là. Alors, si vous êtes solide, écoutez ça. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter au complet. Vous allez voir, c'est angoissant. Puis c'est ça, ça nous explique. Je vais revenir avec la question justement des hallucinations un peu plus loin pour vous préciser les types d'hallucinations dont peut être atteinte une personne dans le spectre de la schizophrénie. Les TSS et les autres troubles psychotiques, eh bien, ils se caractérisent par des perturbations au niveau des perceptions. Entendre des voix, ressentir des choses. Quand je vais vous parler d'hallucinations, ça en fait partie. C'est des erreurs au niveau de la perception. C'est pas des illusions. Une illusion, c'est quelque chose, c'est une vision déformée de quelque chose. L'hallucination, c'est qu'il n'y a pas de stimuli qui est présent et puis la personne perçoit quelque chose qui n'est pas là. Fait qu'on va voir cette particularité-là. Il y a aussi la désorganisation au niveau de la pensée, des croyances irrationnelles que la personne va entretenir. On va voir aussi des changements au niveau du langage. Les propos utilisés, le langage même de la personne qui est schizophrène peut être parfois difficile à comprendre ou le débit va être extrêmement lent ou au contraire très très rapide avec des mots pas usuels ou des mots inventés. Il va y avoir des modifications à ce niveau-là. Sur le plan moteur, les mouvements vont être altérés, soit des mouvements qui vont être répétitifs, sans but, des mouvements grotesques, des positions étranges. Ça peut en faire partie aussi. Et des autres changements qu'il va y avoir, ça va être au niveau des émotions. Comment la personne va gérer son environnement social, puis rire, être triste, avoir peur. Il y a souvent un décalage, soit dans le temps ou dans la perception de ce qui est en train de se passer, qui va faire qu'une personne peut se mettre à rire dans une situation où est-ce qu'il n'y a rien de drôle. Tout comme devenir extrêmement apeuré alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc ça va faire partie de ces types de troubles-là. Il y a plusieurs troubles autres que la schizophrénie, dont la présence commune, ce sont les délires, puis c'est comme ça qu'on va aborder ces choses-là. Ces symptômes-là que je vous dis qu'on retrouve dans la schizophrénie, eh bien, on peut les retrouver dans d'autres troubles de santé mentale. C'est pour ça que ce n'est pas exclusif. Ça prend une combinaison de ces symptômes-là pour arriver à poser un diagnostic. Parce qu'on a parlé, par exemple, des troubles de la personnalité paranoïde. Les personnalités paranoïaques, là, ben, c'est des gens qui entretiennent l'idée qu'il y a un complot contre eux. Ben, dans certains types de schizophrénie, c'est ça qu'il va y avoir aussi. Mais il n'y a pas que ce symptôme-là, parce que la personne qui a ce trouble de la personnalité-là, il va être fonctionnel. Peut-être malheureux, peut-être rendre malheureux les autres aussi, mais il reste fonctionnel. Dans les cas de la schizophrénie, difficilement fonctionnel quand ils sont en phase aiguë de la maladie. Et je vais y revenir. Comme je n'ai pas le film que je voulais vous faire écouter, je vous ai quand même trouvé quelque chose qui date de 1971. Ah, Marjolaine, elle aime ça, dépoussiérer des affaires, c'est encore plus vieux que l'amour s'est passé. Mais en fait, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai vu ça. Ça a été filmé, bien sûr, avec le consentement de la personne, mais dans une certaine mesure, est-ce que dans la condition où elle est vraiment consciente de ce que signifie le consentement? Il y a une époque, oui, où l'éthique dans les soins psychiatriques était pas beaucoup respectée parce que les gens étaient beaucoup à la recherche de bénéfices associés à leur découverte. Alors, quelque part,
Sans dire qu'on se foutait des patients, mais on s'en servait volontiers. Alors, oui, 1971, on voit une adolescente qui présente les symptômes que l'on dit négatifs. Vous allez voir que c'est un ralentissement moteur, psychique, au niveau du langage aussi, très, très restreint. Alors, c'est ce qui est illustré dans ce petit moment filmé il y a déjà plusieurs années. Malheureusement, le document L'amour s'est passé, il n'est plus disponible sur YouTube. La seule place où j'ai pu le retrouver, c'est à la bibliothèque du Cégep, la bibliothèque de l'UQAT, mais dans des formats d'autrefois. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'autrefois. Vous pouvez même l'avoir en VHS si vous voulez. Mais là, en DVD. Jamais vous avez la chance de l'écouter. C'est quand même bien fait. Si j'arrive à trouver autre chose qui peut ressembler à ça, eh bien, je vais vous faire signe. Ça me déçoit un peu, mais bon. C'est ça, les droits d'auteur, j'imagine. Voici les symptômes qui se retrouvent dans les différents troubles du spectre de la schizophrénie. On a bien sûr les idées délirantes. Il y a différents types d'idées délirantes. Je vais vous en parler un peu plus loin. Il y a les hallucinations. On a aussi la désorganisation au niveau de la pensée et du langage. Parce que quand la pensée est désorganisée, ça se traduit aussi par une communication désorganisée. On a le comportement moteur, on dit grossièrement désorganisé. Donc, ce n'est pas des gestes qu'on s'attend à voir produits par quelqu'un, des gestes qui semblent involontaires ou qui semblent volontaires et répétitifs et un peu grossiers. Ça fait partie de ce qu'on appelle les symptômes positifs. Positif, pourquoi? C'est pas parce que c'est le fun. Positif, ça veut dire que ça s'ajoute au registre comportemental ou sensoriel de la personne qui va bien. Ça se rajoute. Donc, habituellement, on peut avoir des idées farfelues. L'idée délirante, c'est une coche plus élevée que nos idées farfelues. Hallucination, les personnes vous pouvez vous projeter une image en tête sans la voir apparaître devant vos yeux. C'est dans vos souvenirs qu'elle est. Mais quand quelque chose arrive comme ça, devant tes yeux, puis tu es convaincu que cette image-là, elle existe, tu es vraiment en présence d'une entité, ça fait partie des symptômes positifs. Ça s'ajoute à une réalité qui, d'habitude, on n'a pas ça, on ne voit pas ça. Des organisations au niveau du langage et de la pensée, donc cette personne-là n'était pas comme ça, puis tout d'un coup, elle est comme ça. Et la même chose au niveau du comportement moteur. On ne bougeait pas comme ça habituellement, puis là, on bouge d'une façon étrange. Donc, c'est ce qui s'ajoute, ce qui est présent. Les symptômes négatifs, c'est la 5e catégorie de symptômes, c'est ce qu'on enlève à la personne. Puis ça, les symptômes négatifs vont se retrouver dans ce qu'on appelle la phase résiduelle. La première phase, qui est la phase des symptômes positifs, c'est une phase qui est comme active. On rajoute quelque chose à cette personne-là, puis on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Symptômes négatifs ou symptômes résiduels, c'est qu'on enlève à la personne quelque chose de son fonctionnement. Donc, elle devient avec des émotions, on appelle ça de l'émoussement affectif, donc ils sont très peu réactifs sur le plan émotionnel quand il y a quelque chose qui arrive. Manque d'énergie, manque de motivation, aboulie, anédonie, absence de plaisir, ça fait partie des symptômes négatifs. Puis là, on voit encore une fois l'appauvrissement du langage. Dans les symptômes positifs, la personne parle, peut même parler beaucoup de façon incohérente. Dans les symptômes négatifs, elle a pratiquement plus de mots pour s'exprimer. Ou si on lui pose une question, elle va répondre avec un déphasage au niveau du temps et sans pas nécessairement répondre à la question. Si je dis, par exemple, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? La personne va prendre un certain temps avant de me répondre. Elle va dire, ce midi, j'ai mangé. Mais moi, j'avais demandé, qu'est-ce que vous avez mangé? C'est très étrange. Et c'est ça, peu de mots vont répéter aussi parfois les mots de leur interlocuteur. Alors, on a ça aussi. Perte de plaisir, ce que j'appelais l'anédonie, le retrait social. Les symptômes négatifs apparaissent toujours avant les symptômes positifs.
Donc, c'est ça qui va prendre le dessus. À quel âge une schizophrénie peut débuter? C'est souvent à la fin de l'adolescence. On peut en avoir même à l'âge de 15 ans. On parlait de schizophrénie béphénique en bas de cela, donc chez l'enfant prépubère. Mais habituellement, c'est plus à la fin de l'adolescence, début âge adulte. Et ça commence par des symptômes négatifs. Et c'est souvent confondu par les parents comme la crise d'adolescence. Pourquoi, tout d'un coup, il se met en retrait? Pourquoi il n'a plus le goût de jouer au hockey? Il donne l'impression qu'il boude dans son coin. Pourquoi il se parle tout seul? Bon, il est peut-être dans sa bulle avec ses écouteurs. Donc, les parents ne sont pas nécessairement attentifs à que ça peut être des symptômes d'un problème de santé mentale. Mais c'est donc les symptômes négatifs arrivent là. À partir de ce moment-là, après un certain temps, d'une certaine durée qui est variable d'un individu à l'autre, le déclenchement de la psychose va être avec les idées délirantes. Le lien que je vous ai mis là, ça s'appelle L'amour, c'est pas assez. C'est une dramatique de Jeannette Bertrand qui remonte aux années 90. Oui, je sais, c'est loin dans le temps, vous étiez peut-être même pas là encore, mais cette dramatique-là est extrêmement bien faite et bien jouée par Mario Saint-Amand, qui joue le rôle d'un schizophrène et on voit vraiment toute l'ampleur de la problématique de la schizophrénie sur le jeune lui-même, comment ça évolue, sur la famille et sur le long terme, comment va évoluer la famille et le jeune à travers la maladie. Ils ont bien sûr fait un cas qui regroupe plusieurs dimensions de la schizophrénie. On a fait un, mais c'est comme le gros cas et c'est très bien fait. Même si c'est fait avec des décors en carton de l'époque de Jeannette Bertrand, faisait quand même des bonnes dramatiques. Je vous suggère très fortement de l'écouter et puis je vais vous envoyer un petit questionnaire avec ça pour que vous puissiez répondre à des questions spécifiques sur l'amour, c'est pas assez. Alors, bonne écoute! Les idées délirantes qui peuvent survenir dans la tête d'une personne atteinte de schizophrénie. Voici les principales. Idées délirantes de persécution, ou on va dire des idées paranoïaques, délirantes paranoïaques. C'est une personne qui est convaincue qu'il y a un complot contre elle, qu'elle va être assassinée, qu'on lui en veut. Pourquoi on lui en veut, elle ne le sait pas, mais est convaincue que les personnes veulent l'assassiner ou lui nuire dans son travail. C'est plus que la personnalité paranoïaque. Là, on est vraiment de l'ordre du délire parce qu'il y a un complot, puis cette personne-là essaye à tout prix de déjouer le complot. Puis toutes les personnes qui voient autour d'eux, les personnes qui s'adressent à eux, pour eux, font partie du complot. Donc, on ne peut plus faire confiance à personne. Très souffrant comme type de délire. Idée délirante de grandeur, celle-là peut être plus sympathique, dans le sens où la personne, elle est convaincue qu'elle est la réincarnation d'un personnage important de l'histoire. Napoléon, Jeanne d'Arc, Marie Curie. Peu importe, ces personnes-là ont c'est des surhommes, des surfemmes, qui sont carrément des réincarnations de ces individus-là. Fait qu'on parle de mégalomanie. Le délire de grandeur peut être associé aussi à un délire de persécution. Dans le vidéo que je vous ai suggéré de regarder, eh bien, Alain, il souffrait d'un délire de persécution, mais aussi d'un délire de grandeur. Il devenait John Lennon et il devait le remplacer, sauf qu'il vivait les échecs par rapport à son rôle de John Lennon. Délire de grandeur pas tout à fait accompli, mettons. Puis c'est ça, il avait peur qu'on lui tire dans le dos, comme John Lennon a été assassiné de 7 balles dans le dos. Idée délirante de référence. Là, ces personnes-là sont convaincues qu'on s'adresse à eux directement, alors que c'est des messages qui peuvent être envoyés à plusieurs personnes. J'écoute la télévision, et puis il est question justement de ce qui se passe présentement avec le COVID-19. Et moi, je suis convaincue qu'on est en train de m'envoyer le message de Marjolaine, tu dois, d'ici la mi-mai, découvrir le vaccin qu'on va pouvoir distribuer à tout le monde pour qu'on sorte de cette crise de COVID-19. C'est un délire de grandeur, mais un délire de référence, parce qu'à chaque fois qu'à la télévision, il parle de COVID-19, j'entends, moi, dans ma tête, Marjolaine, tu es la responsable de découvrir le vaccin.
Délire, idée délirante de référence, ça peut même faire affaire aux éléments. Quelqu'un pourrait regarder dans le ciel des nuages, puis voir dans les nuages des messages qui lui sont adressés directement à lui. Des messages de l'au-delà qui se passent à travers les nuages. Alors, c'est assez particulier. Idée délirante érotomaniaque et idée délirante de jalousie. Je vais vous parler d'idée délirante de jalousie et l'autre diapositive, je vais vous parler de l'érotomanie. Jalousie, des fois, on peut tous avoir un petit pincement au cœur quand notre amoureux, notre amoureuse passe un commentaire sur une personne qu'elle trouve comme étant agréable à regarder. Ah, elle est belle, cette fille-là. Ouais, c'est un beau gars, ou il est gentil. Un petit pincement comme si ça nous enlevait quelque chose. Mais dans les faits, ça nous enlève absolument rien. Il nous aime pour qui on est et on doit de nommer des qualités chez quelqu'un d'autre qu'ils perçoivent. Mais dans le délire de jalousie, là, la personne est vraiment convaincue que son partenaire amoureux est infidèle. Et infidèle, pas nécessairement avec juste une personne, plusieurs personnes, puis qui lui jouent dans le dos. Alors, on va passer des heures et des heures à rechercher sur le Facebook, sur le téléphone, dans les poches du pantalon de son chéri, savoir s'il n'y aurait pas un petit mot, un numéro de téléphone, dans sa paperasse. Tout devient un indice qu'il y a quelqu'un d'autre qui dissimule une relation dans son dos. Aussi, c'est un délire aussi qui est très souffrant pour ces personnes-là. Idée délirante nihiliste, là, c'est d'être convaincu que c'est la fin du monde, puis de savoir la date de la fin du monde. Ça pourrait être un genre d'idée délirante de cet ordre-là. Donc, d'anéantissement, puis tu es au courant de quand est-ce que ça va se passer, puis comment ça va se passer. Idée délirante somatique. Ouplaï! Là, eh bien, c'est dans son corps être convaincu qu'on a modifié ses organes. On a pris des organes en métal pour remplacer à son insu, ou tu as été capturé par des extraterrestres. Puis les extraterrestres ont échangé tes organes avec des organes d'extraterrestres, et puis éventuellement, tu devrais mettre au monde, monsieur ou madame, hein, même monsieur peut mettre au monde un mélange de toi et d'un extraterrestre. Merveilleux, hein? Si tu as une idée de grandeur en plus, pourquoi les extraterrestres t'ont choisi? C'est parce que tu as un bagage génétique vraiment génial. Ici, on a les exemples qui se retrouvaient dans le volume de psychopathologie et santé mentale qui illustrent justement chacune des types de délires, d'idées délirantes, des personnes qui sont atteintes de schizophrénie ou qui vivent tout simplement une psychose sans être schizophrène. On va retrouver ce type de délire-là. La petite image que je vous ai mis à droite, Anna M., un excellent film, si vous pourriez le retrouver, ça raconte vraiment l'histoire d'une femme qui souffre d'un délire érotomaniaque. Elle avait des idées suicidaires, elle a tenté de s'enlever la vie, elle a été frappée par une voiture, s'est fracturée une jambe, et s'est retrouvée bien sûr à l'hôpital, opérée, chirurgie de la jambe et tout ça, elle est tombée en amour. Elle est tombée en amour avec son médecin, le chirurgien qui l'a opérée. Mais en fait, c'est pas tomber en amour comme on pense habituellement. Elle est convaincue que lui est en amour avec elle, puis qu'il lui envoie des signes pour lui dire qu'il l'aime, puis qu'il aimerait la fréquenter. Mais l'obstacle qu'il y a entre eux, c'est que lui a déjà une femme. Mais pour elle, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je vais passer par là-dessus, puis un jour, on va se retrouver. Puis... Donc, comment ça fonctionne dans la tête d'une personne qui souffre d'érotomanie? Ils vont interpréter n'importe quel petit geste de la personne, même les gestes où est-ce que la personne vraiment va lui dire « Tiens-toi loin de moi. Je veux plus te voir, je ne t'aime pas. » Bien, elle va interpréter ça comme « C'est ta femme qui te dit de me dire ça. Ta femme te menace, ta femme te persécute. Elle veut te mettre à la rue si vous vous séparez parce que tu pars avec moi. » C'est comme ça qu'ils interprètent chacun des gestes. Donc, le fait de ne pas retourner les appels, le fait d'être agressif avec la personne, de vouloir la rejeter, elle le réinterprète dans le sens que non, cette personne-là l'aime vraiment sincèrement. C'est une pathologie très lourde, très rare, heureusement. On a des cas célèbres au Québec. Il y a Kevin Parent, qui, pendant près de 15 ans, a été poursuivi par une femme, Renée Toupin, qui, elle, était convaincue que lui est en amour avec elle
elle, bien sûr, est en amour avec lui, mais que lui, elle cherchait par tous les moyens à garder contact avec lui, est allée en cours plusieurs fois. À un moment donné, elle s'est retrouvée dans sa chambre, assise sur son lit quand il est arrivé. Donc, ils sont prêts à faire des infractions comme ça. Entrer dans la maison des gens puis s'installer. J'ai un ami médecin qui, lui, c'est ça, c'était une de ses patientes. Qui, oui, au matin, il l'a retrouvée étendue dans le salon, sur le divan. Il se lève, il est avec sa femme, puis cette femme-là qui est là, puis il fait sa grosse déclaration d'amour, puis il dit à ta femme là, qu'on va partir ensemble, puis qu'il n'y a plus d'affaires dans ta vie, puis que c'est terminé, puis vous voyez le portrait. Autre cas célèbre, celui-là de Geneviève Sabourin. Elle est allée à une coche, je veux dire une coche, peut-être une coche plus haut, parce que c'est un acteur, oui, un acteur sur qui elle a jeté son dévolu, qui est Alec Baldwin. Alec Baldwin, elle l'avait rencontré à un moment donné parce qu'il y a un plateau de tournage qui se faisait à Montréal. Elle l'avait rencontré en 2002. Durant plusieurs années, elle a essayé de prendre contact avec lui et elle l'a revu à un moment donné. Puis elle lui a donné quelques petits trucs parce qu'elle, c'était une actrice, mais une actrice qui avait ça levait pas vraiment son affaire. Bon, il avait échangé avec lui, ils ont partagé un verre ensemble. Après ça, ils ont pris un taxi, puis ça s'est terminé là. Mais elle s'est bâtie toute une histoire d'amour dans sa tête, qu'elle avait couché avec lui, que c'était une vraie relation, puis que là, vu qu'il fréquentait une autre femme, c'est ça qui faisait obstacle à leur amour, puis qu'il était piégé là-dedans, puis qu'il allait lui acheter une maison à New York pour qu'ils vivent proches l'un de l'autre, pour enfin être réunis. On lui a. Ça s'est retrouvé en cours parce qu'elle s'est fait arrêter aux États-Unis devant la maison de M. Baldwin. Fait que lui, il est obligé de la poursuivre en cours. Elle est emprisonnée là-bas. Toute une saga. On lui a demandé à Mme Sabourin de faire de la psychothérapie. Elle n'a jamais voulu. Pour elle, elle n'a pas de problème. C'est la difficulté des troubles délirants. Quand tu es dans ton délire, eh bien, c'est ta réalité. Voilà. Fait que là, les autres exemples, vous les avez pour les autres types de délire. Celui-là, il était particulier. Puis, je vous ai mis d'ailleurs un petit lien où il y a une entrevue avec le docteur Pierre Faubert, un psychologue, qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé, comment ça peut se passer dans la tête de Madame Renée Toupin, celle qui a acheté son dévolu sur le beau Kevin Parent. Les hallucinations. On a le délire, un des symptômes positifs, les hallucinations, donc deuxième symptôme positif. Dans le cas de la schizophrénie, il n'est pas rare qu'on découvre que la personne est atteinte de schizophrénie quand elle présente ce symptôme positif-là particulier, qui est l'hallucination auditive. Entendre des voix. Mais entendre des voix, là, aussi clairement que là, vous êtes en train de m'entendre. Mais cette voix-là est dans ta tête. Pour eux, non. Elle ne vient pas de l'intérieur de leur tête, elle vient de l'extérieur. On leur chuchote des mots à l'oreille, on leur parle en arrière, ça peut être derrière eux, donc on ne les voit pas, ils se retournent, hop, il n'y a pas personne. Mais il y avait quelqu'un là, c'est sûr, la voix est tellement, tellement claire, clairement entendue. Donc ça va être ça. Dans ces voix-là, il y a souvent des messages positifs, des messages négatifs, plus souvent des voix qui se chicanent, c'est ce que rapportent les personnes. Il peut y avoir aussi des sons étranges qui se retrouvent à travers de tout ça, une espèce de chaos auditif, là, qui dans le fond, c'est juste l'activation du système nerveux central au niveau des lobes temporaux qui provoque ces hallucinations-là. Ensuite, nous avons les hallucinations visuelles. En fait, toutes les modalités sensorielles peuvent être atteintes d'hallucinations. Hallucination visuelle, donc voir quelque chose qui n'existe pas. Différence avec les illusions. Illusion, c'est juste une déformation de notre perception, déformation de l'image que l'on voit ou du son que l'on entend qui est déformé par rapport à plusieurs indices. Tandis que l'hallucination, c'est qu'il n'y a vraiment rien et eux voient quelque chose là, une personne, une Vierge Marie, des dragons, des monstres, des bébites. Hallucination olfactive, gustative, et oui, il y en a qui peuvent sentir des odeurs qui ne sont pas là et goûter des choses qui ne sont pas là. Certains vont rapporter qu'ils ont un goût dans la bouche, un goût de métal, un goût de sang, une odeur de pourriture. Souvent, ce n'est pas des choses positives. Quand ils présentent ces hallucinations-là, ça fait plus référence à quelque chose qui va rechercher des émotions négatives.
Et les hallucinations corporelles, des sensations d'être touché, d'être palpé, d'être même qu'on ouvre leur peau, elle se fait découper, on lui grimpe dessus. Il y a une dame qui faisait référence à elle, le type d'hallucination qu'elle avait, qui était une hallucination corporelle. Elle avait la sensation que dans sa boîte crânienne, il y avait des rats qui grugeaient son cerveau. Elle disait ressentir le mouvement des rats dans sa tête, puis qui est en train de gruger petit à petit le cerveau. Alors, il y a un lien qui peut justement vous amener à voir un peu comment ça peut se présenter chez les personnes. Et je vous ai mis ici 3 petits liens qui constituent des capsules où on illustre quelques courts moments dans la vie d'une personne schizophrène, à quoi ça peut ressembler au niveau des hallucinations, comment ils peuvent être vécus sous 3 facettes différentes. Je vous ai trouvé un petit discours qui a été repris. Là, je vais essayer de faire ma lectrice, une bonne lectrice. Je vais faire la lectrice d'un discours désorganisé de schizophrène. Alors, je vais jouer le rôle du psychologue et du client. Commençons par le psychologue. Allons-y. Vous arrive-t-il d'être nerveux ou tendu depuis quelque temps? Non, j'ai une tête de laitue. Vous avez une tête de laitue? Je comprends pas. Juste une tête de laitue. Parlez-moi de cette tête de laitue. Que voulez-vous dire? Eh bien, la laitue, c'est une transformation d'un cougar mort qui a subi une rechute sur la patte du lion. Puis, il a avalé le lion et il est arrivé quelque chose. Vous voyez, Émilie et Thomas sont 2 têtes et ils ne sont pas des baleines, mais ils se sont échappés avec des troupeaux de vomi et des trucs comme ça. Qui sont Émilie et Thomas? Il y a Joe DiMaggio, Del Crandall, Tommy Henrich, Bill Dickey, Phil Rizzuto, John Esclerava, Ted Williams, Mickey Mandel, Roy Mandel, Ray Mandel, Bob Chance. Qui sont-ils? Qui sont ces gens? Des morts. Ils veulent être baisés par ce hors-la-loi. Que signifie tout ça? Eh bien, vous voyez, je dois sortir de l'hôpital, on doit m'opérer aux jambes, et vous savez, c'est assez maladif que je veuille pas garder mes jambes. C'est pourquoi je souhaite me faire opérer. Vous voulez qu'on vous ampute les jambes? C'est possible, vous savez. Pourquoi vous voudriez faire cela? Je n'avais pas de jambes au début, donc je peux imaginer que si j'étais un coureur rapide, j'aurais peur d'être une épouse, parce que j'ai une écharpe dans ma tête de laitue. Voilà, j'ai fait une belle lecture. Vous imaginez? Recevoir cette information-là, c'est délirant, c'est désorganisé. La pensée est désorganisée, donc le langage est désorganisé. J'espère que ça vous a plu. Hihi. Troisième catégorie de symptômes, la désorganisation de la pensée et du langage. Bien sûr, le délire, c'est une désorganisation de la pensée, mais là, on se dit que la pensée, c'est ce qui nous permet de nous exprimer. Ben, chez la personne schizophrène, il y a un désordre qui se fait au niveau de la pensée. Donc, un désordre au niveau du langage. Il y a même certains schizophrènes qui vont employer des mots qui n'existent pas, comme une espèce de langage codé qui leur a été enseigné par leurs hallucinations auditives, donc les voix qu'ils entendent. On parle de salade de mots aussi pour dire comment ça peut être étrange, le discours, des mots qui s'additionnent un à côté de l'autre sans jamais vraiment faire de sens. Un genre de coq à l'âne, mais dont il n'y a pas de suite. Donc ça va être pour ce point-là. Quatrième catégorie, les comportements moteurs grossièrement désorganisés. J'ai les exemples ici de ceux qu'on appelle de la catatonie. La catatonie, ça peut prendre des formes d'immobilité ou des formes de mouvements répétitifs, de mouvements inconfortables, mais des mouvements qu'on remarque tout de suite comme étant pas naturels et sont étranges. La stupeur, c'est vraiment l'immobilité totale.
La personne est dans le coin d'une pièce et elle ne bouge pas. Elle peut être assise dans une chaise. Elle peut avoir la tête appuyée sur une table de cuisine. Elle ne bouge pas du tout. La catalepsie, elle, on peut l'avoir dans une immobilité rigide aussi, mais à ce moment-là, c'est des positions étranges que les personnes prennent. Les deux dames, en fait, celle à gauche et celle à droite, ils peuvent rester des heures dans cette position-là. Une rigidité extrême. Puis des fois, il y a des mouvements qui sont pires que ça, le corps complètement arqué. Donc, c'est la catalepsie. Le négativisme extrême, ben c'est celui-là où est-ce qu'on demande à la personne de se mouvoir, puis elle est comme en résistance par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Elle ne le fait pas. On lui demande, elle ne le fait pas. Elle se renferme sur elle-même. On va voir ça. L'agitation, répétition de mouvements, une marche, ils vont marcher. Beaucoup. On va faire les 100 pas, carrément les 100 pas. 4 pas dans un sens, 4 pas dans l'autre, vont répéter constamment ces mouvements-là. Ça peut être au niveau du visage aussi des grimaces qu'ils vont produire constamment. Tourner les mains, une à l'intérieur de l'autre, là, constamment, avec, c'est ça, en tordant les doigts. Ça peut ressembler à ça. On a aussi dans les autres formes de catatonie l'écholalie. Donc, on répète ce que l'interlocuteur vient de dire, ne fait que répéter exactement les mêmes mots plusieurs fois. Écopraxie, à ce moment-là, il va juste imiter l'interlocuteur, répéter les mêmes gestes avec une précision assez importante, là, vraiment répéter. Il vous voit, vous le saluez, il vous salue de la main, sans vraiment avoir le goût de saluer. Là, ne fait que répéter chacun de vos mouvements. Si vous prenez votre verre, lui, il n'y a pas de verre, il va faire semblant d'être en train de prendre un verre et de boire, comme s'il était un miroir. Le petit lien qu'il y a ci-dessous, on nous présente un monsieur qui présente différentes formes de catatonie, puis ça nous est expliqué. C'est assez touchant, assez perturbant de voir qu'est-ce que vit cet homme-là. Vous remarquerez également qu'au niveau de ses vêtements, il y a des trous au niveau des coudes. On ne nous explique pas comment il a pu faire ça, mais peut-être que c'est à cause de certains mouvements qu'il fait, mouvements répétitifs, où il frotte ses vêtements ou qu'il les déchire. Mais c'est sûr qu'il a abîmé lui-même ses vêtements. Alors, bon visionnement. Donc, le petit tableau qui résume les types de troubles schizophréniques et les troubles psychotiques apparentés finalement à la schizophrénie, parce que pour déterminer si une personne est schizophrène, il faut qu'elle ait les 5 symptômes. Donc, les 4 symptômes positifs et le 5e symptôme regroupe tous les symptômes dits négatifs, donc pour lesquels les personnes ont une perte de sociabilité, perte d'énergie, perte de motivation, toutes les A quelque chose, là, que je vous parlais, anédonie, en tout cas, tout ça. Donc ça va déterminer que cette personne-là souffre de schizophrénie. Mais il y a certains troubles, comme les troubles délirants, où ça va être exclusivement un des symptômes qui va être présent. L'idée délirante, dans le cas de l'érotomanie dont je vous ai parlé, il n'y a que ça, la personne ne souffre pas d'hallucinations et n'a pas non plus de symptômes négatifs qui sont associés à ces épisodes de délire. Et les délires semblent s'incruster sur le long terme chez ces personnes-là. Donc ça, c'est pour le trouble délirant. Trouble psychotique, bref, là, on a plusieurs symptômes, mais c'est de courte durée, moins d'un mois, quand on va voir que ça va se présenter chez la personne. Est-ce que c'est un précurseur de la schizophrénie? Ça reste à surveiller, ça reste à voir, ça peut évoluer dans ce sens-là, mais il se peut qu'il n'y ait que ce trouble psychotique, bref, là, cet épisode-là qui s'est passé dans la vie de la personne. Ensuite, les troubles schizophréniformes, on dit que ça ressemble aussi à la schizophrénie, mais ça va être moins de 6 mois. Donc, on a un registre. Bref, après ça, schizophréniforme et peut-être schizophrénique au bout du compte. Mais après 6 mois, on peut déterminer si ça se résorbe, la problématique. Eh bien, on va s'en tenir à ça. On ne parlera pas d'une personne qui est schizophrénique. Schizoaffectif, là, on va se retrouver avec des personnes qui vont vivre les symptômes négatifs et positifs, mais ça peut se retrouver à l'intérieur d'une problématique de dépression. On sait qu'il y a des personnes qui sont dépressives qui peuvent devenir délirants.
Alors, ça va être ça. Tout comme dans l'épisode maniaque, ça peut ressembler aussi à un délire maniaque dans le cas de la personne qui est bipolaire. Faut faire une distinction aussi, trouble psychotique dû à une affection médicale générale. Il se peut que des traitements que la personne ait subis ou est atteinte d'une certaine maladie, où ça va entraîner des troubles qui peuvent ressembler à la schizophrénie. Vous avez des tumeurs cérébrales qui vont provoquer des hallucinations, des changements au niveau de la personnalité, tout ça. Il y a même des personnes, j'ai connu une dame qui, elle, suite à un cancer du sein, les traitements de chimiothérapie, elle a vraiment traversé un épisode délirant qui était grave, mais c'est à cause du débalancement qui a été causé au niveau de son organisme. Là. Elle avait des pensées vraiment spéciales, puis c'était un délire grandiose qu'elle vivait, donc elle se prenait pour une reine. C'était merveilleux. Elle se prenait pour une reine, puis les infirmières, les médecins, c'était ses sujets. Donc, quand on en reparle, elle dit que bon, c'est une drôle de période de sa vie, là, mais elle n'en parle en rien. Elle dit j'étais plus là. Et effectivement, c'est à cause de ces traitements. Et oui, il y en a que ça peut être aussi dû à ingestion, pas injection, là. Ça peut être injection aussi. Ingestion de substances peut entraîner un épisode psychotique. Alcool, drogue, différents types de médicaments, et même il y en a qui vont prendre des solvants. Puis les solvants, le gros risque de détérioration neurologique. C'est des neurotoxiques. Voici pour cette diapositive. Quels sont les facteurs de risque de développer un trouble du spectre de la schizophrénie? On va commencer par regarder la dimension biologique, donc ce qui touche le développement du cerveau de la personne qui s'avère être atteinte de schizophrénie. On sait qu'il y a une part où c'est l'hérédité qui est en jeu. On sait aussi qu'il peut y avoir des anomalies au niveau du système nerveux, donc des défaillances au niveau du système nerveux qui vont toucher les neurotransmetteurs, ils vont toucher aussi la structure du cerveau. Et puis, ce qu'on a découvert il y a quelques années, c'est que le milieu intra-utérin, donc le temps où l'embryon se développait, si s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là, eh bien, c'est possible que ce soit à l'origine, dans le fond, du développement du trouble de la schizophrénie. L'hérédité, je vais commencer par celui-là. L'hérédité, on sait que si on compare des jumeaux non identiques à des jumeaux identiques, les jumeaux identiques, s'il y en a un qui est atteint de schizophrénie, l'autre a 50% des chances d'être atteint. Donc, c'est pas 100%. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est purement héréditaire. Les jumeaux non identiques, le pourcentage est moindre. J'ai l'autre diapositive qui suit. Vous allez pouvoir voir justement la comparaison par rapport aux parents du premier degré et le taux qu'il y a dans la population. Donc, ce n'est pas juste héréditaire. Et même quand on fait l'étude des cerveaux des personnes atteintes de schizophrénie, si on regarde, ce sont des jumeaux identiques et qu'il y en a un qui n'est pas atteint, ces structures cérébrales sont différentes. Pourtant, ils sont tous les deux avec le même bagage génétique, ce qui est très, très étrange. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas exclusivement héréditaire. Les anomalies du système nerveux, ce qu'on a remarqué au niveau du système dopaminergique, donc la production de dopamine, eh bien, il y a des anomalies à ce niveau-là chez la personne atteinte de schizophrénie. On a remarqué que ce n'est pas tant la quantité de dopamine que les systèmes de réception de la dopamine qui vont être affectés. Quand la personne se retrouve en phase aiguë de la maladie, eh bien, on a remarqué qu'il y a plus de circulation de la dopamine et les récepteurs sont plus faciles à stimuler, si on veut, deviennent hyperactifs. Tandis que quand on est dans la phase négative, c'est plutôt un manque de réception de la dopamine. Donc, elle n'est pas recaptée. Il y a quelque chose qui empêche qu'elle soit recaptée. Donc, ça va jouer de façon importante. D'ailleurs, on a remarqué que quand on prend des médicaments, des antipsychotiques par exemple, qui sont pour réduire les délires chez la personne qui sera en phase aiguë, elle va développer ce qu'on appelle des symptômes similaires à la maladie de Parkinson, des tremblements. Et la maladie de Parkinson, qu'est-ce qui fait qu'il y a des tremblements? C'est un manque de dopamine. Alors donc, quand on donne le médicament pour réduire les délires, la personne se retrouve en symptômes négatifs et puis ces tremblements-là apparaissent.
Ça, c'est pour au niveau du système nerveux. Biologique, là, je ne veux pas vous faire de peur, mais il y a des études qui ont révélé que les personnes atteintes de schizophrénie pouvaient, durant la période où ils étaient à l'intérieur de leur moment, développement intra-utérin, ils avaient pu être exposés au virus de la grippe. Et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup plus de virus de la grippe. C'était pas dans le premier trimestre, c'était dans le deuxième trimestre. On sait que le premier trimestre est très important pour le développement des structures nerveuses, du système nerveux, mais le deuxième aussi, c'est là où le cerveau va raffiner ses connexions durant le développement fœtal. Et puis, si la mère avait été exposée à la grippe, bon, on pense que l'enfant aussi, ça aurait traversé la barrière placentaire, puis ça pouvait l'avoir atteint. Puis ça, c'est une étude qui a été faite en Finlande. Il y avait une épidémie de grippe à un moment donné, puis ils ont remarqué qu'il y avait un taux plus élevé de schizophrénie chez les personnes rendues adultes. Ça correspondait, c'était dans les années 50, ça correspondait à quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Alors, c'est assez fascinant. Est-ce que ça veut dire que les grippes auxquelles on est exposés à cette période-ci, le COVID peut entraîner la schizophrénie chez les futurs bébés à venir? On ne le sait pas. On est exposé pour la première fois à ce virus-là. Mais il va sûrement y avoir des études qui vont être faites, des recherches sur les enfants post-COVID. Ça, c'est évident. On va voir quelles sont les répercussions sur plein de gens. Tout comme on va faire des études sur pourquoi il y en a qui ont résisté, qui n'ont même pas été atteints, même s'ils vivaient avec des personnes atteintes de la COVID. Mais ça, c'est une autre histoire. Parlons maintenant des structures cérébrales. On a parlé tout à l'heure du fonctionnement avec les neurotransmetteurs, donc l'activité électrique et chimique. Maintenant, les structures. Chez les schizophrènes, les études ont porté sur des cerveaux, oui, de schizophrènes, des études post-mortem, donc des autopsies qui ont été faites sur les cerveaux pour voir si les structures étaient différentes de celles d'une personne saine. Donc, pas atteinte de schizophrénie. Et puis, on a fait aussi des études avec des personnes qui étaient atteintes de schizophrénie avec les nouveaux types d'imagerie cérébrale. Ben, c'est possible de voir le cerveau en activité. On voulait savoir s'il réagissait de la même façon que celui d'une personne non atteinte de schizophrénie. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au niveau du lobe frontal, il y a des modifications qui sont faites au niveau de la structure du cerveau. La matière grise préfrontale est en moins grande quantité que chez une personne, on va dire, saine. Au niveau du lobe temporal, c'est un petit peu la même chose. On a aussi remarqué que les ventricules cérébraux, c'est des petits espaces qu'on a à l'intérieur de notre cerveau qui entourent notre système limbique, donc le cœur de ton cerveau. Et bien, ces espaces-là, ils sont hypertrophiés chez les schizophrènes. Donc, ce que ça peut faire, c'est que ça va écraser, en quelque sorte, c'est comme il y a une circulation de liquide dans ces espaces-là, et bien ça va écraser un petit peu les structures du système limbique. Puis celui-là, il gère entre autres les émotions. Lobe temporal, ben, on l'a associé beaucoup au fait d'entendre les voix, c'est là que ça serait stimulé. Puis le lobe préfrontal, la partie préfrontale du lobe frontal, ben, c'est vraiment la prise de décision, les actions volontaires. Et tout ça, c'est perturbé chez la personne qui est atteinte de schizophrénie. Le lien biologique, je veux faire rire un petit peu en vous montrant la boîte d'œufs. De quelle poule venez-vous? Eh bien, le tableau qui est en dessous, vous avez les proportions dans la population, c'est vraiment de 1%. Et puis, on montre selon le degré de parenté, quel est le pourcentage des risques. Tantôt, je vous disais des chances, c'est pas une chance, mais des risques d'être atteint de schizophrénie. Et jumeaux identiques, on les appelle les monozygotes. Eh bien, eux, c'est 50% des risques d'être atteints de la maladie. Alors que les jumeaux dizygotes, c'est donc 2 ovules qui ont été fécondés chacune par un spermatozoïde différent, bien entendu, ça donne 10%. Frères et sœurs, ce serait la même chose dans le fond que des jumeaux hétérozygotes. Ta sœur qui a 2 ans de plus que toi, bon ben, il y aurait 10% de risque qu'elle soit atteinte de schizophrénie si tu es schizophrène. Le stress, la classe sociale, la consommation de drogue, des facteurs dont on parle. Je vais vous préciser ça, c'est quoi le rapport de un par rapport à l'autre et l'incidence de chacun sur le développement du trouble. On sait que le stress, ça c'est reconnu, le stress psychologique va jouer un rôle de premier plan dans le développement de la maladie. Mais il faut que ça soit
par rapport au fait que la personne soit prédisposée à la schizophrénie. Donc, génétiquement prédisposée, neurologiquement prédisposée. Puis ce stress-là, ça peut être des stress du quotidien. Mais quand on parle de stress du quotidien, ça en prend beaucoup quand même. Stress financier, des stress scolaires. Oui, pour ça qu'on voit, comme je vous ai dit, ça se développe à l'âge... On est en fin secondaire, début cégep, c'est souvent là qu'on va voir apparaître la schizophrénie chez les personnes. Ces enfants-là vivent beaucoup de stress associé à la poursuite des études. Donc le stress, il est là. Stress, ça peut être une rupture familiale, un deuil. Mais n'oubliez pas, vous devez être prédisposé à développer la maladie parce que beaucoup de gens vivent ces stress-là. Vous les vivez. Et si vous n'êtes pas à risque, vous n'avez pas un parent de premier degré qui est atteint ou un jumeau monozygote qui est atteint, vos risques sont faibles. Le stress va peut-être faire autre chose chez vous, mais ça ne déclenchera pas une schizophrénie. La classe sociale, ça c'est un autre point délicat. On a remarqué, et c'est vrai, que les classes sociales, on dirait milieu socio-économique défavorisé, c'est là qu'on va retrouver le plus de personnes atteintes de la schizophrénie. Tu te dis, ah ouais, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas chez les riches? Oui, il y en a aussi, mais beaucoup plus dans la classe défavorisée. Ce qu'on pense, c'est que ces personnes-là se retrouvent premièrement dans des situations de stress, beaucoup de stress, des familles en milieu défavorisé. Quand tu manques d'argent, tu manques de tout, tu le vis beaucoup. Donc, si tu as la prédisposition, tu vas le voir apparaître plus dans ces milieux-là. Autre facteur, c'est que les personnes atteintes vont souvent se retrouver hospitalisées et on a eu la fameuse vague de la désinstitutionnalisation, où on sortait les personnes des institutions. Ils vont se retrouver à ce moment-là en libre circulation ou en foyer de groupe, mais ils n'observent pas leur médication et tout ça. Ces personnes-là vont se retrouver dans les grands centres, les hôpitaux spécialisés, dans les grands centres, ils se retrouvent à la rue. Alors, aux proportions de personnes, on va en retrouver plus dans les grands centres urbains qu'à la campagne aussi. C'est une autre dimension sociale qu'on va voir dans le cas de la schizophrénie. Et quand tu es atteint de schizophrénie, puis tu n'as pas un bon suivi, un bon soutien, une bonne médication, c'est difficile pour toi de te trouver un emploi puis de maintenir ton emploi. Ça fait partie du puzzle, si on veut, de toute la combinaison qui fait que la personne qui est atteinte de schizophrénie se retrouve dans une classe sociale défavorisée. Consommation de drogue, c'est un fait établi aussi que la consommation de certains types de drogues, entre autres les drogues qui produisent des effets hallucinogènes, va être l'élément déclencheur d'une schizophrénie, encore une fois, si la personne avait une prédisposition aux troubles schizophréniques. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Bien, je dis, ça part la machine à image, la machine à voix, donc va créer des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, puis et tous les autres symptômes qui s'en suivent. C'est comme si on avait pesé sur un déclencheur, carrément, le déclencheur, puis là, la personne est prise avec cette nouvelle fonction chimique-là du cerveau qui est désorganisée. Parce que les drogues ont un effet, bien sûr, neurologique, comme à la place justement de ta dopamine. Tu vas te retrouver puis jouer cet effet-là dans ton petit cerveau. Fait que faites attention, hein? Consommation de drogue, puis on ne sait même pas quelle quantité est nécessaire pour développer le trouble. Il y a beaucoup de cas où est-ce que les personnes, où on sait qu'il y avait une forte consommation de drogue, il s'avère qu'ils sont devenus schizophrènes, mais c'est pas dans tous les cas. Il y en a qui n'ont même jamais consommé de drogue. C'est autre chose qui est à l'origine du déclenchement de la maladie. Les traitements qui sont proposés aux personnes atteintes de schizophrénie. Ces traitements-là suivent le modèle biopsychosocial. Donc, on a le plan biologique, les fonctions nerveuses de la personne sur le plan cérébral. Il faut le soutenir là-dedans pour les améliorer, bien sûr, réduire les symptômes. On a la dimension psychologique, donc sur le plan cognitif et comportemental ainsi qu'affectif, et la dimension sociale, le milieu dans lequel la personne se retrouve, il a besoin du soutien de son entourage. Puis il faut aussi l'aider à s'adapter à sa nouvelle condition. Alors, sur le plan biologique,
Premièrement, les antipsychotiques, ça va être proposé à plusieurs schizophrènes, mais ces antipsychotiques-là, même ceux qui sont de deuxième génération, comme la clozapine, on va retrouver des effets secondaires qui peuvent être dérangeants. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va proposer ce qu'on appelle des antiparkinsoniens en plus. La médication pour un schizophrène, elle peut être complexe, mais si elle est bien ajustée, la personne, on va voir si ses symptômes se résorber de façon importante. En tout cas, surtout ceux qui sont les plus dérangeants, qui sont les symptômes positifs, mais les symptômes négatifs peuvent être accentués cependant par la médication. C'est pour ça qu'on voit des personnes cesser leur médication parce qu'ils se sentent plus eux-mêmes, ils se sentent comme des, entre guillemets, des zombies, où ils se pensent guéris, puis ils sont tannés des effets secondaires des médicaments. Donc, ils ont besoin d'une grande observance de la médication pour rester fonctionnels et surtout ne pas faire de rechute. La dimension biologique. Tous les médicaments ne font pas effet de façon égale à tous les patients. C'est beaucoup par tâtonnement qu'on arrive à trouver les bonnes doses. Et c'est à réajuster puis à vérifier parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets métaboliques importants aussi. Donc ça, autre chose, des belles avenues aussi au niveau de la stimulation magnétique transcrânienne. C'est une nouvelle technologie. C'est pas des fameux électrochocs, là. C'est une autre technologie. Puis il semblerait que c'est une voie très prometteuse. Les études continuent là-dessus avec des sujets qui sont volontaires pour y participer. La dimension psychologique, arriver à faire comprendre à la personne qu'est-ce qui se passe en elle, qu'elle n'en est pas responsable, c'est déjà un premier pas. Ces personnes-là, ils ont besoin d'être soutenues, ils ont besoin de se sentir valorisées, donc c'est un travail beaucoup au niveau de l'estime de soi. Psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale va être mis de l'avant aussi pour ces personnes-là, puis même des thérapies qui vont leur permettre de développer des habiletés sociales parce qu'ils ont passé un bout de temps quand même à être en retrait, ils sont méfiants, ils se sentent rejetés, ils se sentent anormaux. Donc, on doit leur donner des trucs pour aller vers les autres. Ça, c'est une voie d'aide qu'on leur propose. Mais pour ça, il faut que les personnes veuillent bien participer aux séances. La psychothérapie, elle peut aussi être pour les membres de la famille parce que c'est pas évident pour eux de vivre avec une personne atteinte de cette maladie-là qui a vécu des hauts et des bas, les rechutes de son proche. Alors, un soutien de groupe, un peu comme des pères entraidants. Ils vont se retrouver ensemble pour parler de ce qu'ils vivent et c'est ça, s'entraider, se donner des trucs, se remonter le moral, se soutenir. Ils ne sont pas seuls. C'est important pour la famille aussi. Et puis, il y a des psychologues qui travaillent avec eux aussi pour les soutenir dans leur réalité au quotidien. La dimension sociale, ces personnes-là, ce qu'on recherche le plus possible, c'est qu'ils soient autonomes, qu'ils soient insérés dans une vie active. Donc, chercher un appartement, chercher un emploi, chercher un appartement, se gérer au quotidien, suivre sa médication, s'associer à des réseaux sociaux dans lesquels ils vont pouvoir s'intégrer pour ne pas vivre de stigmatisation. Tout ça, c'est le travail qu'on peut voir, par exemple, des travailleurs sociaux peuvent être à l'origine, travailleurs sociaux, des psychoéducateurs être à l'origine de ce soutien-là auprès de ces personnes-là pour les aider à maintenir le cap. Dans beaucoup de cas, la dimension sociale, elle est occupée par des parents proches. Donc, le père, la mère, les frères, les sœurs, qui font la prise en charge de leur proche qui est malade. Alors, ces personnes-là ont besoin d'un soutien, eux aussi, psychologique, pour maintenir le cap, parce que c'est pas évident de vivre avec ça. Mais il y en a quand même qui vivent de très belles vies, puis qui sont acceptés dans leur entourage tels qu'ils sont, sachant très bien qu'il faut qu'ils suivent la médication. Ça, c'est vraiment le point, hein? Très, très important. D'ailleurs, la diapositive suivante, il y a un médecin, psychiatre, qui vous explique justement les facteurs qui sont liés à la rechute. Je vous suggère fortement de l'écouter. C'est vraiment très intéressant. C'est bien dit, c'est bien fait. Alors, ça va être la dernière diapositive. Il est temps de conclure le chapitre. Je vous ai mis des liens vidéo sur lesquels le premier, en haut, c'est un psychiatre
qui parle des traitements qui sont proposés aux schizophrènes, les risques de rechute, l'évolution de la maladie. C'est important de le regarder. Il va y avoir des questions à l'examen par rapport à son contenu. Il dure une dizaine de minutes. Petit cadeau que je vous fais, Skyzen, qui est un court-métrage d'animation, un petit bijou, vraiment touchant, bien fait. Il y a 2 liens, en fait. Je me dis, s'il y en a un qui ne fonctionne pas chez vous, peut-être que l'autre va fonctionner, mais c'est le même petit court-métrage. Alors, dévorez-le avec amour. C'est un petit bijou. Nous, on va se reparler. Je vais faire une capsule YouTube avant l'examen de la fin de la session parce qu'on n'aura plus d'autres matières à partir de maintenant. Ça va être suffisant. Alors, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'on va voir et puis je vais vous envoyer les réponses par rapport à la dramatique de Jeannette Bertrand. L'amour, c'est pas assez. Je vais vous envoyer ça dans les jours qui viennent. On va pouvoir se préparer à ce fameux examen qu'on va faire à distance avec tout le matériel dont vous disposez. J'espère que vous avez apprécié notre expérience à distance. Pour moi, ça a été très agréable de travailler pour vous. Difficile parce que je suis exigeante vis-à-vis moi-même, mais j'espère que vous avez apprécié. Alors, au plaisir de se revoir, la binette un moment donné.